je m'appelle Léa et je suis porte-parole d'Oser le féminisme 76. Donc le 76, c'est la Seine-Maritime en Haute-Normandie, enfin anciennement Haute-Normandie. Et je vais laisser à Ouidad la possibilité de se présenter. Donc, je m'appelle Widad et je suis membre du conseil d'administration d'OLF et je suis basée à Paris. C'est le premier webinaire qu'on anime toutes les deux, alors soyez indulgentes. Le thème de la soirée, c'est celui de la répartie féministe. Alors c'est un thème qu'on avait choisi il y a 1 an à OLF 76 pour faire des ateliers. Juste avant Noël et le jour de l'an, et ça avait super bien marché. Donc là, on a sous les yeux le visuel qu'on avait utilisé pour communiquer à l'époque, qui était devenu assez viral. Et donc du coup, cette année, avec le confinement, on a appris à développer un petit peu le webinaire, enfin les webinaires et les conférences à distance. Et donc on s'est dit, pourquoi pas proposer un atelier de répartie féministe pour s'armer un peu au plus grand nombre de personnes possible. Donc, on va réfléchir ensemble aux différentes réactions qu'on peut avoir face aux remarques sexistes, des remarques qui sont d'ordre général, les stéréotypes, les clichés qu'on entend en permanence, et puis, ou tous les ans, et puis des remarques sexistes qui sont spécifiquement sur le féminisme, puisque certaines d'entre nous sont identifiées comme féministes dans leur famille, et donc du coup c'est le sujet qui arrive assez facilement sur la table. On nous demande facilement ce qu'on pense de tel sujet d'actualité, ou de réagir, voire même on fait face à un peu de provocation. Donc on va aborder ces différents cas de figure en fait. On va vous donner des outils comme la communication non violente, des outils de communication non violente pour pouvoir répondre, des arguments, des ressources. Et puis, on va s'exercer tous ensemble sur des cas pratiques. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce serait un atelier participatif. Donc, n'hésitez pas à ouvrir la boîte, le chat pour pouvoir participer. On va vous demander votre aide, puisque en général, on réfléchit mieux à plusieurs. Et puis surtout sur la répartie, en fait, nous, on est assez calés du côté des arguments. Mais pour tout ce qui est de l'humour et du tac au tac, de la bonne répartie qui déstabilise la personne en face, on va avoir besoin de l'aide de tout le monde. Je vais commencer par, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je vais commencer par présenter l'association. Donc c'est Oser le féminisme, c'est une association qui a été créée en 2009, qui compte 23 antennes. Donc là, vous avez la liste des antennes à gauche, et des centaines d'adhérentes dans toute la France. Donc si vous êtes intéressé par l'association, vous ne la connaissez pas encore bien, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, sur Instagram, et de rejoindre surtout l'antenne qui est à côté de chez vous. La plupart des antennes ont une page Facebook ou un compte Instagram avec le numéro du département. Donc par exemple, pour Oser le féminisme 76, c'est Oser le féminisme 76 sur Facebook, et c'est pareil pour toutes les antennes. C'est une association généraliste, Oser le féminisme, qui s'attaque à tous les sujets, en fait, et qui travaille sur l'égalité homme-femme. On dit qu'on féministe la société. Et on fait ça à travers toutes sortes de campagnes. Donc là, on a des affiches des différentes campagnes. Alors, en vrac, il y a des affiches assez anciennes. Il y a par exemple Oser le clito, qui est une campagne qui avait commencé à faire connaître le clitoris, son anatomie, et c'était vraiment une première à l'époque. Il y avait la campagne Stop Agresseur aussi qui a fait connaître le mot féminicide, et on va en reparler ce soir, vous verrez pourquoi. Et puis des campagnes plus récentes comme Wagon sans couillon, contre le harcèlement dans les transports, ou À notre santé,
pour une santé féministe, puisqu'on sait que le domaine médical n'est pas toujours bienveillant envers les femmes. On a la campagne Mardu Rose qu'on a relayée sur les réseaux sociaux cette année, à défaut de pouvoir aller dans la rue, pour lutter contre les jouets sexistes, notamment les jouets roses pour les filles. Et ça aussi, on va en reparler ce soir. Donc voilà, c'est un petit aperçu des différentes thématiques sur lesquelles on peut travailler. Donc si vous adhérez, effectivement dans le chat je vois passer l'adresse pour nous rejoindre. On peut envoyer un mail à militer@oserleféminisme.fr. Et puis vous pouvez aller sur notre site internet aussi, le site internet d'Oser le féminisme. Quand on adhère, on reçoit l'agenda militant, qui permet d'avoir les dates des réunions de tous les groupes thématiques qui sont sur la droite. Donc c'est des groupes auxquels on peut participer et régulièrement, en général c'est une fois par mois, et qui travaillent sur différentes thématiques. Donc Lesbifem, c'est le groupe pour les femmes lesbiennes et bisexuelles. Il y a un groupe Libération des sexualités qui travaille en ce moment sur une campagne pour l'éducation sexuelle des filles de 9 à 14 ans. Il y a un groupe pornographie et prostitution qui travaille en ce moment sur une campagne sur la pornographie. Et puis le groupe des filles, de la santé des filles et des femmes qui travaillent de façon transversale sur toutes les questions de santé. Et les autres qui ne sont pas surlignés, en fait, ça dépend un peu des activités et des projets en cours. Il y a des groupes qui ont des projets importants à porter, et puis d'autres qui viennent faire des interventions plus ponctuelles sur le journal, ou voilà, sur le Féministoclic également. Et je vois une petite image du Féministoclic, ça c'est le webzine d'Oser le féminisme, donc vous pouvez aller sur le site internet du webzine, et vous pouvez y participer, puisque le journal comme le webzine, c'est nous qui écrivons l'ensemble des articles. Donc voilà, c'est une présentation dense et rapide, mais ça vous donne déjà une petite idée de comment nous rejoindre, des thématiques qu'on aborde et des différentes façons dont vous pouvez participer et vous investir. Donc je vais laisser la parole à Ouidat pour rentrer dans le vif du sujet. Merci. Du coup, avant de commencer à parler de la répartie féministe, on voulait faire un point d'attention pour vous dire que quand on parle de commentaires sexistes, misogynes, on ne parle pas ici d'agression. En fait, cet atelier ne va pas vraiment parler des agressions. On sait très bien que le contexte familial, ça peut nous exposer à nos agresseurs. On sait, sachez en tout cas que on a le droit en fait de refuser de voir nos agresseurs. On a le droit de se protéger, de demander à ce qu'ils ne soient pas là. On a le droit de partir s'ils sont là. On a le droit de demander à ce qu'ils ne s'adressent pas à nous. Même si malheureusement certains d'entre nous n'ont pas le choix. Certains d'entre nous dépendent financièrement ou émotionnellement de nos familles, et malheureusement on ne peut pas éviter de voir nos agresseurs. Sachez en tout cas que si vous êtes en danger, si vous vous sentez en danger, vous pouvez appeler la police ou la gendarmerie. Et si vous êtes victime de violences, il y a des associations pour vous aider. Vous pouvez appeler le 3919 ou le collectif féministe contre le viol. Voilà du coup pour un petit point d'attention. Et ensuite, on peut passer donc à quelques astuces pour réagir aux commentaires sexistes. Donc en fait, un premier volet, c'est de bien s'entourer. Donc déjà, d'identifier les personnes dans sa famille. Souvent, on sait déjà que une sœur ou une cousine a à peu près les mêmes valeurs que nous, les mêmes opinions, et qu'on peut se reposer sur elle si on est face à des commentaires sexistes. Donc là, on peut directement en fait renvoyer la question vers cet allié. On peut, après le commentaire sexiste, juste parler ensemble, se soutenir en fait face à des commentaires comme ça, pour se sentir moins seul
déjà face à ces commentaires et y faire face ensemble, en fait, et pas isolée et toute seule. Donc ça, c'est une première astuce, en fait. La deuxième, c'est de détourner l'attention. Donc là, l'objectif, ce n'est pas vraiment de répondre réellement à la remarque sexiste, mais plutôt de changer de sujet. Donc là, il y a le classique, sinon il fait beau, parler de la nourriture, du chat, n'importe quel sujet, en fait, parler du Covid, qui est le sujet du moment quand même. Et l'objectif, c'est juste de passer à autre chose, en fait, de fermer le sujet. Parce qu'en fait, on n'a pas envie, parfois, de répondre, on n'a pas envie de débattre avec la personne. Et donc ça, c'est deuxième astuce. Troisième astuce, comme disait Léa dans l'introduction, c'est la communication non violente. Donc ça, en fait, ce sont des principes de communication qui ont été mis en place surtout pour des conversations difficiles, des situations de conflit. Ils sont basés sur l'expression de ses sentiments. Donc, exprimer son ressenti, parce qu'en fait, nos ressentis, nos sentiments ne sont pas sujets à débat. Si on est blessé, on est blessé. Il n'y a pas de discussion en fait, à avoir sur le sujet. Et l'idée, c'est d'utiliser le jeu pour dire je ne suis pas à l'aise avec ces propos-là, dire je suis blessée par ces propos, je souhaite changer de sujet, et tout ça sans réellement incriminer la personne qui tient les propos sexistes, sans la remettre en cause, sans l'accuser en fait de misogyne ou autre, mais juste de exprimer exprimer ses sentiments. Et souvent, la personne en face, quand elle n'est pas là pour vraiment nous blesser, elle va faire un pas en arrière, en fait, quand elle va réaliser qu'on est blessé, elle va arrêter, en fait, tout simplement. Et c'est ça l'objectif de cette astuce-là. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On essaiera d'y répondre. Et le dernier volet, c'est de s'adapter à son interlocuteur ou son interlocutrice. Donc, c'est ce que disait Léa aussi dans l'introduction. En fait, certaines d'entre nous sont un peu identifiées comme des féministes dans notre famille, dans notre milieu. Et il y a des gens qui veulent jouer sur ça. En fait, ils sont là pour nous provoquer, pour nous titiller, pour faire un peu le spectacle en fait autour de la table. Et donc, il faut savoir distinguer entre ces personnes-là et des personnes qui sont juste là pour répéter des stéréotypes parce qu'elles ne savent pas, en fait, parce qu'elles ne réalisent pas, en fait, l'ampleur de leurs propos. Donc, en fait, pour le deuxième type de personnes, on peut, si on souhaite répondre, pour ceux qui sont là pour provoquer, on n'a pas à se forcer à répondre, hein, on peut éviter. On peut ne pas répondre, on peut renvoyer aux alliés. Et après, certains d'entre nous, parfois, ne veulent pas laisser passer parce qu'on sait qu'il y a des enfants autour de la table, il y a d'autres femmes, et on ne veut pas laisser passer des commentaires sexistes. Donc, on peut répondre aussi si on le souhaite. Mais la règle générale, c'est évidemment de uniquement répondre si on a envie et de s'écouter et de ne pas se forcer en fait, à être la porte-parole du féminisme dans sa famille, en fait. Si c'est trop douloureux, on peut juste éviter. Voilà. Et je passe la parole à Léa pour les vraies stratégies de réponse. Alors, on avait, à l'issue des ateliers qu'on avait fait l'année dernière, identifié trois stratégies différentes qui revenaient régulièrement. Il y a la première, c'est la déstabilisation, puisque quand on entend ces remarques sexistes, on est souvent déstabilisé nous-mêmes. Ça peut avoir un pouvoir assez sidérant, en fait, où on est paralysé, on ne sait pas quoi répondre. Et donc, on peut finalement renvoyer ça à la personne qu'on a en face et la sidérer par notre réponse en retour, en fait. Donc, c'est pour ça que l'humour absurde ou une phrase absurde déconnectée de la situation ou une remise en cause, une petite phrase qui va venir déstabiliser, ça peut être une façon de répondre.
Ensuite, il y a l'humour ou la blague, parce que ça allège tout de suite les tensions ou les conflits que ces sujets-là peuvent générer à table et qui ne sont pas toujours les bienvenus au moment des fêtes, parce que on voit notre famille assez rarement et qu'on a envie quand même que tout se passe bien. Donc utiliser l'humour, ça reste la façon sans doute la plus efficace de désamorcer les tensions, sans pour autant laisser passer la remarque sexiste. Et puis la troisième stratégie, c'est de donner des arguments et parfois même de s'appuyer sur des statistiques. Je me souviens d'une femme qui disait qu'elle avait même noté des statistiques dans son téléphone pour pouvoir les ressortir quand elle en avait besoin. Ça peut être une technique intéressante. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on a sélectionné en fait des phrases qu'on peut entendre qui sont sexistes et on va vous proposer d'y répondre. Donc, dans le chat et d'y répondre en mettant à chaque fois, alors vous réfléchissez de votre côté, on va vous proposer la phrase, vous réfléchissez et vous pouvez trouver une réponse qui correspond à une de ces trois stratégies. Soit une réponse déstabilisatrice, une réponse humoristique sur le ton de la blague, ou une réponse qui va être argumentée. Et donc, quand vous voulez partager votre réponse, vous mettez 1, 2 ou 3. Comme ça va nous aider à identifier quel type de stratégie vous mettez en place pour répondre à la remarque sexiste qu'on aura pris comme cas pratique. Donc, on va essayer ça. Et puis bien sûr, après, on va vous proposer des solutions sur lesquelles nous-mêmes, on a réfléchi. Et l'idée, au final, après cet atelier de répartie, ce serait de pouvoir faire soit un article sur le journal d'Oser le féminisme, donc, ou le webzine, en fait, le féministe au clic, ou peut-être de faire un petit livret, un petit guide de survie au moment des fêtes pour survivre aux remarques sexistes. Donc voilà, on va s'inspirer aussi de toutes les idées, toutes les réflexions qu'on aura ensemble. Et je pense que là, on est près de 80 à 80, on devrait avoir des bonnes idées, des bonnes remarques. Donc la première phrase qu'on vous propose, c'est depuis MeToo, on ne peut plus rien dire. Parce que MeToo, c'est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup en fait depuis 2 ans, qui revient régulièrement dans les médias quand il y a des histoires d'agressions sexuelles qui sont dénoncées. On reparle de MeToo et de l'influence que ça a eu en fait sur la perception des violences sexistes et sexuelles. Et donc il y a beaucoup d'hommes qui ont un peu peur. Et qui disent qu'ils n'osent plus rien dire. On ne sait pas si on peut draguer. On ne peut plus draguer. Voilà. Et donc voilà, allez-y, c'est le moment. Vous pouvez dans le chat réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait répondre à cette remarque-là si on l'entend en repas de famille. Alors, j'ai déjà des personnes qui nous donnent des réponses. Donc, il y a Gracia qui, sur du coup le 3, sur les arguments, dire que les propos blessants, les propos qui offensent ne sont pas acceptables. Il y a Claire qui dit, donc pour l'absurde, oui, depuis l'abolition de la peine de mort, on ne peut plus rien dire. Il y a Charlotte qui en donne une bonne. Donc, sur de l'humour, dire pourtant, t'entends pas mal, toi. On rentre un peu dans la même veine, dire bah si, regarde, tu es en train de parler. Sur plus des arguments, dire donc Meryl propose, c'est surtout les victimes qui ne peuvent rien dire et le débat est toujours possible en France. Oui, ça c'est important, hein. C'est que finalement cet argument de on ne peut plus rien dire, qui est-ce qui silencie? Il silencie les femmes qui ont des expériences de violence à raconter et donc il silencie les victimes. Ça c'est effectivement un argument important.
Toujours sur les arguments, il y a Laura qui dit vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça ne veut pas dire qu'on doit vous écouter. Il y a Lilith sur de l'absurde qui propose qu'est-ce que tu as à dire de si important? J'aime bien celle-là. Vas-y, on t'écoute. Et Nicole aussi, dans la même veine, de dire ah bon, mais qu'est-ce que tu te retiens de dire voilà. Et il y a Fabienne avec le pauvre petit chou. Pas mal, il y a pas mal de bonnes idées dans le chat aujourd'hui. Ouais, il y a déjà des idées. Bah, on peut peut-être se proposer tout de suite les réponses, comme ça c'est un premier exemple, on se met un peu en jambes, et puis on va au fur et à mesure prendre confiance sur les autres phrases. Il y a Yasmine qui propose de dire oui, il n'y a rien à dire de toute façon avec toutes les absurdités que tu dis, je ne souhaite pas perdre mon énergie à dire des choses. Donc retourner en fait le on ne peut plus rien dire contre la personne. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Alors, sur l'absurde, dire, au lieu de dire, bah, du coup, on peut rien dire, dire, on peut tout écouter. Nicole qui propose de l'humour, d'absurde, de dire tant mieux, ça nous fait des vacances. Pas mal. Ouais. Et il y a une personne qui propose de dire Zemmour, c'est toi? Ça, c'est en numéro 1. C'est un argument absurde. C'est pas mal, ça. Et il y a Camille plus sur les arguments de dire peut-être qu'il faut que la personne se taise pour écouter le sexisme, enfin les problèmes du sexisme dont elle n'a pas conscience. Effectivement, écoutez les femmes en fait, avant de dire on ne peut plus rien dire. Peut-être qu'il y a les femmes ont quelque chose à dire et qu'il serait important de les écouter en fait pour comprendre de quoi il s'agit, puisqu'il y a vraiment une différence entre agresser quelqu'un, harceler quelqu'un et la séduction en fait. C'est assez simple de faire cette différence. Il y a Claire qui a une remarque très pertinente de dire que sur tout ce qui est argument, c'est difficile en fait sans préparation, sans avoir déjà préparé, sans avoir des arguments en tête, de répondre, ce qui est vrai. Alors ça tombe bien parce que c'est un peu notre spécialité, l'argumentation, donc vous allez voir, c'est ce qu'on va développer le plus. Et encore une personne qui propose d'en retourner l'argument, de dire que c'est vrai que les féministes ne peuvent toujours rien dire. Oui, Dab, on met les réponses, on passe aux réponses. Yes. Alors, déstabilisation absurde, ça c'est une proposition qu'on vous fait, mais c'est une parmi toutes celles qui ont été déjà citées. C'est vrai que c'est dommage de ne plus pouvoir insulter les gens avec des remarques sexistes ou racistes, c'était vraiment mieux avant. Ça permet en même temps de faire passer l'idée que c'est sexiste et raciste, et peut-être que ça va pousser la personne qu'on a en face à se poser des questions. On vous donne un autre exemple avec un ton humoristique. Moi, je peux te dire que tu n'es pas drôle, donc on peut encore tout dire. Ça, on l'a pas mal développé, cette idée-là, de plein de façons différentes dans les commentaires. Retourner cette idée qu'on ne peut plus rien dire, en fait. Et puis, sur les arguments, les statistiques, c'est là qu'on peut sortir des chiffres. Et par exemple,
80% des femmes sont confrontées au sexisme dans leur travail. 100% des femmes ont déjà subi le harcèlement sexiste dans les transports. Donc, il y a encore plein de gens qui disent et font des trucs sexistes. Et puis j'ajouterai un peu ce qu'on a dit avant sur le fait que c'est un argument qui sert à silencier les femmes qui sont victimes de violences. Et que ces récits-là, en fait, ils existent, ils sont multiples. C'est une violence qui est systémique, donc c'est pour ça qu'il y a autant de femmes qui ont parlé, qui ont dit MeToo, moi aussi, c'est ce que ça veut dire. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, c'est bon. Merci. Et merci à toutes pour vos très bonnes réponses. Je vois, oui, ça fait des siècles qu'on vous entend. Il y a Sarah qui pose une très bonne question. En fait, sur les stats, ils vont demander d'où ça sort. Alors, effectivement, c'est toujours mieux quand on cherche, quand on donne des statistiques, d'avoir les sources. Pour ça, je pense que vous pouvez... en général, quand on tape statistiques dans Google, on tombe sur les bonnes stats. Sur tout ce qui est violence, je vous conseille le site d'Oser le féminisme, sur lequel voilà, il y a toutes nos analyses et vous allez trouver plein de statistiques. Et puis, il y a aussi le site Mémoire traumatique et victimologie de Muriel Salmona, avec un onglet sur les différents types de violences, et il y a plein de statistiques avec les études qui sont référencées. Donc, c'est finalement à vous de faire une sorte de petite sélection en fait, des statistiques qui vous paraissent pertinentes. Meryl dit oui, vous pouvez leur dire que Google est leur ami. Ils peuvent aussi faire la recherche par eux-mêmes. Et puis, il y a le site du Haut Conseil à l'égalité qui fait souvent des rapports en fait, qui sont eux aussi très argumentés, sur lesquels on trouve plein de statistiques. C'est vrai qu'il faut une petite préparation souvent sur les arguments. Alors, les références du livre, c'était pas des livres, c'est que des ressources sur Internet que j'ai citées. Donc, il y avait le site d'Oser le féminisme, le Haut Conseil à l'égalité et le site Mémoire traumatique et victimologie. On passe à la suivante. Alors, voilà pourquoi je disais qu'on allait parler de notre campagne Mardi Rose, parce que là, c'est un petit visuel de la campagne, sur lequel on vous donne déjà une idée de répartie. Puisqu'on voit l'image d'un petit garçon avec un baigneur, et en dessous, il y a marqué « De quoi avez-vous peur qu'il devienne un bon père ?» Et donc, la phrase sur laquelle on vous propose de réfléchir et de proposer, alors comme tout à l'heure, on fait la même chose, de proposer des idées de répartie, c'est attention, le rose, c'est pour les filles. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent au moment de Noël, parce qu'il y a les cadeaux au pied du sapin, et donc il y a en gros toutes les réflexions sur les jouets pour les filles, les jouets pour les garçons, et une forme de naturalisation en fait de ces différences qui sont faites par les marques. Je rigole parce qu'il y a déjà de très bonnes réponses. Donc, n'oubliez pas de mettre peut-être le numéro avant la réponse, donc 1, 2 ou 3. 1 pour absurde ou déstabilisation, 2 pour l'humour, et puis 3 pour une réponse plus argumentée. Comme ça aide un peu à se repérer. Voilà, donc on a sur donc les arguments, donc le rose, c'était une couleur portée uniquement par les hommes nobles pendant la Renaissance. Donc ça, on la verra ensuite dans notre slide. Il y a une très bonne sur l'absurde, dire et le vert pour les girafes. Moi, j'adore la réponse de Mary qui dit et ma main, c'est pour ta tête. Donc quand même. Il y a Julie qui dit du coup, si je parle du bleu, ça veut dire que j'ai un pénis. Trop cool. Et il y a Sandy qui dit de répondre qui en a décidé en fait.
complètement. Est-ce que vous avez d'autres propositions dans le chat? Ah. Il y a Delphine qui propose de rappeler que l'équipe du stade français masculine de rugby a pourtant un maillot rose. C'est vrai. C'est bien ça comme répartie. Ouais. Il y a aussi une personne qui propose de dire du coup pas de bûche aux fruits, pourtant en dessert. Pas mal celle-là. Plutôt un argument, donc de dire, Camille qui propose de dire qu'au 19e siècle, le bleu était la couleur des filles parce que c'était celle de la Vierge Marie. Donc, il y a Héloïse qui propose de dire que c'est récent en fait que le rose soit associé aux filles en fait et que c'est plutôt lié à la société de consommation. Donc un très bon argument. Il y a Meryl qui propose du coup avec de l'absurde de demander que la personne envoie le cahier de charge à ce sujet. Il y a Ursula qui propose de dire que c'est, donc avec des arguments, que c'est arbitraire, que c'est basé sur des stéréotypes, que les couleurs n'ont pas de sexe. Il y a Delphine qui propose de l'humour ou de l'absurde de dire « Ah ben merde, mon fils porte un body rose ». Il y a Camille qui propose bah, « Apparemment, un enfant est plus à l'aise avec sa masculinité que toi ». Très bonne réponse. Lilith qui propose aussi de l'absurde de dire bah, si mon fils porte du rose, ça veut dire quoi qu'il se transforme en fille? Comment ça se passe? Et plutôt sur un argument, donc dire et si ce garçon donc, préférait du rose, pourquoi on ne lui demanderait pas plutôt que de décider à sa place? Et une remarque en fait qui marche avec toutes les, je pense tous les commentaires sexistes que propose une personne, c'est de dire je t'arrête tout de suite, j'applique la distanciation avec les misogynes. Pas mal. Ursula propose donc plutôt un argumentaire en disant que les jouets, donc ça peut plutôt jouer, que les jouets pour les garçons, c'est pour leur apprendre la violence, la construction, la domination ou la maîtrise technique. Alors que les filles, on leur apprend plutôt à s'occuper des bébés, à faire du ménage. Et donc, en fait, ces jouets participent à la construction de la domination masculine. Ce qui est vrai. Ah, et j'aime bien les remarques en lien avec l'actualité, avec la crise sanitaire. Il y a Sarah qui propose tu as déjà eu ton cadeau de Noël? Je vais t'offrir un masque rose pour arrêter d'écouter tes conneries. Pas mal. Voilà. Spécial Covid. C'est le combo. Pas mal. Eh ben, peut-être qu'on peut regarder un peu les différentes réponses qu'on avait préparées. Merci à toutes pour Merci. Oui. Super idées. Alors, pour la déstabilisation, l'absurde, du coup, un garçon qui porte du rose, ça risque de déstabiliser l'ordre mondial et de nous plonger dans le chaos. Alors ça, c'est véridique en plus. Moi, il y avait une petite vidéo que j'ai vue passer sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, qui présentait la campagne Marre du Rose. Et il y avait des gens dans les commentaires qui disaient vraiment que si on commençait à dégenrer les enfants, c'était le début de la fin, en fait, que ça allait nous plonger dans le chaos. Enfin, nous, on utilise ça comme un argument de déstabilisation, un argument absurde, mais il y en a qui le considèrent comme ça, enfin, qui le prennent vraiment au premier degré. Ensuite, un argument sur le ton de la blague. Mince, j'ai oublié que l'envie de porter du rose ou du bleu était directement en lien avec nos organes génitaux. Bon, ben, là, c'est le clair, hein, ça permet de dire que les couleurs que les enfants choisissent sont déconnectées en fait de leur
de leur biologie, et qu'après, s'ils ont une couleur préférée, c'est parce que il y a toute l'éducation genrée, la socialisation qui joue, en fait, et qui incite les filles et les garçons à préférer des univers de jeux différents. Et puis ensuite, on a l'argument statistique. Tu sais qu'au Moyen-Âge, on considérait le rose comme une couleur masculine, symbole de force et de virilité. Alors c'est vrai qu'on a déjà parlé des couleurs et de l'histoire des couleurs dans le chat. Effectivement, le rose était une couleur associée aux hommes. Le rose, parce qu'on considérait que c'était une déclinaison du rouge, en fait. Donc rose, orange, rouge, c'était des couleurs de pouvoir. Alors que le bleu, c'était une couleur associée aux femmes, puisque le manteau de la Vierge Marie était toujours traditionnellement représenté en bleu. Et effectivement, c'est une stratégie. Tu sais que les marques développent des produits genrés comme stratégie marketing pour mieux alpaguer les clients. Donc ces produits genrés, c'est quelque chose d'assez récent, en tout cas tel qu'on le connaît aujourd'hui, développé de cette façon-là, à ce point-là. Parce que quand on regarde les publicités pour les jouets d'enfants dans les années 70, il y avait déjà des univers différenciés, mais par exemple, le code couleur n'existait pas. C'est vraiment apparu dans les années 90, et en fait, c'est une stratégie marketing de développer de développer les mêmes produits, mais dans différentes couleurs, parce que ça fait acheter plus, en fait, aux parents. Par exemple, si une famille a une petite fille et qu'ils achètent un vélo rose, si derrière ils ont un petit garçon, plutôt que de passer le vélo au petit garçon quand il aura l'âge d'en faire, on va lui racheter un autre vélo d'une autre couleur parce qu'on se dit que c'est rose et qu'on peut pas le donner au garçon. Et ce que j'avais vu passer récemment aussi, qui m'a pas mal choquée, c'était un jeu de loi. Donc ça, je veux dire, il n'y a pas plus unisexe que le jeu de loi. Et il avait été décliné en 2 couleurs, en rose et en bleu. Et donc voilà, là on a un exemple de marketing genré pour vendre 2 fois le même jeu à la même famille, alors qu'avant ils auraient vendu un seul produit, puisque le jeu pouvait être utilisé par les filles comme par les garçons, en fait. Même chose pour Lego, les pubs de Lego, elles étaient complètement unisexes, voire même assez progressistes dans les années 70. Aujourd'hui, c'est des univers très très genrés. Il y a les Lego filles, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, peut-être que vous savez mieux que moi, mais en gros ils sont roses et violets, et on peut avoir le marchand de glace, le salon de coiffure, et puis toutes les boutiques pour aller faire du shopping. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est que de développer 2 univers de jeu, c'est aussi transmettre des valeurs aux enfants et formater les adultes qui vont devenir plus tard, en fait. C'est créer aussi c'est inciter à des rôles sociaux différents, en fait. Éduquer à des rôles sociaux différents. Les jeux pour ingénieurs, par exemple, enfin les jeux pour ingénieurs, les jeux qui vont être techniques, qui vont être plus associés aux garçons, tandis que l'univers des poupons, de la maternité, de la cuisine va être davantage destiné aux filles, avec les petites cuisinières, toutes les poupées avec les petits vêtements, les petites poussettes, tous les jeux d'imitation, en fait. Il y a même le fer à repasser, le petit aspirateur, etc. Tout ça, c'est pour les filles. Et en fait, c'est un apprentissage pour faire comme maman, c'est-à-dire pour s'occuper du travail domestique plus tard. Donc il y a une reproduction, en fait, des rôles genrés à travers les jeux qu'on offre aux enfants. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que voilà, c'est les Lego Friends, en fait, pour les filles. Voilà comment on peut développer un peu des arguments autour de le rose c'est pour les filles, et plus généralement sur les jouets sexistes. Et donc, si vous voulez approfondir, vous pouvez aller sur le site Marre du Rose d'Oser le féminisme, sur lequel on a développé, en fait, tout cet argumentaire, puisqu'on fait cette campagne tous les ans. Est-ce qu'il y avait d'autres... Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de commentaires pendant que je parlais. Il y avait plein de commentaires un peu drôles. Il y avait, du coup, si c'est un homme qui dit ça, de dire pas de rosé pour toi, alors.
Ouais. Dire oui, bah, du coup, si tu es un garçon et qu'il touche à ce jouet, tu fonds. Donc pour l'absurde. Et il y avait une personne qui avait posé une très bonne question de dire quand on sort, enfin, si cette personne vous dit que c'est inné en fait, que ça a été prouvé que c'est inné, que les filles préfèrent le rose. Il y avait Meryl qui proposait de lui demander ses sources, ce qui est une très bonne réponse. Qu'est-ce que tu en penses, Léa? Oui, bah oui, c'est ça, il n'y a pas de cerveau de fille et pas de cerveau de garçon, hein. Biologiquement, toutes les études scientifiques qui ont été menées dans ce domaine montrent qu'il n'y a absolument pas de, on peut pas faire de différence. Et donc, il n'y a aucune raison que les filles ou les garçons naturellement soient plus portés vers tel ou tel univers de jeu. On construit ça à travers la société et la culture dans laquelle on évolue. Voilà. Alors, excusez-moi, vous pouvez répéter les bonnes sources pour les statistiques. Dans le chat, Le Haut Conseil à l'égalité, le site d'Oser le féminisme, et sur les violences sexuelles, il y avait Mémoire traumatique et victimologie. Il y a aussi il y a peut-être un site Stop Agresseur, qui était notre campagne sur les féminicides, tout ça. Et puis là, sur tout l'argumentaire sur les jouets qu'on vient de développer, c'est Mardurose, mardurose.olf.site. Alors, on va passer à la troisième exemple. La phrase qu'on vous propose, sur laquelle on vous propose de réfléchir pour trouver des réparties, c'est les féministes inventent des nouveaux mots. Alors ça, c'est une phrase quand on est clairement identifié féministe en général. Comme il y a toujours des sujets liés au féminisme dans l'actualité, il y a quelqu'un qui va les sortir en pensant qu'on a forcément envie d'en discuter. Et donc en ce moment, ce dont on parle beaucoup, c'est de l'écriture inclusive, ou des mots comme féminicide, matrimoine, sorcière, fémage. Voilà, c'est tous ces mots en fait qui sont des versions, des remaniements en fait des mots qui vont plus désigner des hommes en fait, qui ont plus désigné le masculin. Et puis tout le débat sur l'écriture inclusive aussi. Donc là, on vous a mis en illustration cette image qui a bien marché sur les réseaux sociaux. Il y a l'homme qui dit « Je préfère dire jardinier même pour une femme parce que sinon ça me fait penser au pot ». Et la femme qui lui répond « Du coup, tu préfères dire avocate même pour un homme parce que sinon ça te fait penser aux fruits ». Donc voilà. Si vous avez des idées, si vous avez déjà entendu ça, vous pouvez partager un peu vos réparties, vos arguments dans le chat. Alors, il y a déjà une place, du coup, sur de l'humour, dire c'est les académiciens sexistes qui ont commencé. C'est vrai. Il y a Meryl qui propose un argument de dire en fait que certains des mots dont on parle, par exemple autrice, c'est un mot qui a été utilisé bien avant en fait. Il y a une personne qui propose, pardon, je parle de chat. Qui dit qu'un singe peut retenir jusqu'à 10 chiffres. Ça devrait aller pour retenir autrice, non? Il y a Sandy qui propose de dire, avec de l'humour, mais qu'est-ce qu'on est créative? Il y a Meryl qui parle du fait que, donc là c'est un argument de dire que ça dérange surtout quand on féminise des autres fonctions, mais par contre quand on a accepté de masculiniser les... pardon, mais ça ne dérange pas quand on féminise les professions nobles. Voilà. Il y a une personne qui peut dire ah bah oui, en fait, c'est pas donné à tout le monde d'inventer des nouveaux mots. Je
pense que oui, il y a pas mal de remarques qui reviennent sur comment est-ce qu'on peut valoriser en fait l'invention ou la réutilisation de ces mots qui étaient tombés dans l'oubli. Sur de l'humour, il y a Aurore qui propose de dire « Et toi, tu inventes de nouvelles conneries, chacun son tour. » Pardon. Là, Là, je vais noter. il y a Lily qui propose, c'est plus du coup de l'humour en fait, de dire bah, t'es pas au courant que chaque année il y a des mots qui rentrent dans le dictionnaire, mais si, c'est fou le progrès et l'adaptation du dictionnaire aux nouveautés. Voilà. Et puis il y a des arguments pour dire qu'inventer des nouveaux mots, ça permet de rendre visible ce qui était invisible, de mettre des mots sur ce qui est tabou, de définir, de caractériser, de pointer un problème. Il y a Sarah qui propose de dire que la langue n'est pas rigide comme ta tête. Voilà, c'est de l'humour. Il y a Ursula qui propose un argument, donc de dire que les langues sont vivantes, qu'elles évoluent avec la société et qu'on veut une société dans laquelle les femmes existent au même titre que les hommes et donc c'est logique que la langue change. Il y a Sandy qui propose, donc avec de l'humour, de dire je te ferai un dictionnaire, ça t'aidera. Il y a Pauline qui propose de renvoyer ce que disaient les commentaires avant, de dire que ça existait déjà avant, en fait. C'est juste qu'on est en train de les réintroduire dans la langue. Il y a Charlotte qui propose un argument, donc de dire que c'est nécessaire de revaloriser la place des femmes, mettre en lumière les injustices qu'elles subissent. Et un très bon argument de la part de Camille qui dit qu'ainsi les hommes n'avaient pas féminisé la plupart des insultes en fait. Donc elle donne comme exemple le mot con par exemple. Qui veut dire à la base, qui désigne à la base le sexe féminin. C'est ça. Donc toutes les insultes, con, connard, connerie, la version féminine, connasse, tout ça, ça vient du mot qui désigne le sexe féminin. Ouais. Et je pense aussi à l'insulte fils de. Voilà. Il y a Héloïse qui propose aussi comme argument de dire que la langue est vivante, qu'elle évolue pour répondre aux enjeux sociaux, qu'on veut que la langue soit plus inclusive et que ces mots-là, encore une fois, existaient déjà pour certains. Et il y a Nicole qui propose un peu dans la même veine que le petit mime là qu'on vous a affiché, de dire que quelqu'un lui avait fait remarquer une fois que écrivaine, ça faisait penser à veine. Et elle a répondu que écrivain, ça l'a fait penser à vin. C'est vrai. Ah, très bonne réponse. Il y a une personne qui propose du coup sur de l'humour de dire bah, pour une fois que vous ne vous appropriez pas les inventions des femmes. Il y a Yasmine, encore sur de l'humour, elle propose de dire c'est fou, parfois on s'enfuit de la cuisine pour prendre la plume. J'espère que ça ne te fait pas peur. Il y a Aurore qui propose de rappeler l'histoire, encore une fois, que la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, ça a été introduit en fait récemment, dans le XVIIe siècle. Voilà. Et encore une fois, il y a Charlotte qui parle de rappeler qu'il y a des mots qui entrent dans le dictionnaire tous les ans. Donc, ce n'est pas les féministes qui ont le monopole des nouveaux mots. Ah, il y a Véro qui propose un très bonne remarque de dire si seulement on pouvait inventer des oncles de nouveau, si la personne qui vous fait la remarque, c'est un oncle. Il y a Nicole encore qui propose de dire que donc ça c'est un argument, pour construire un monde nouveau, il faut inventer des mots nouveaux. Et Pauline. Des nouvelles choses. Ouais, pas mal. Et il y a Pauline qui propose de dire carrément, en fait, de jouer dessus, de dire on a inventé la féminine universelle. Voilà. Très bonne répartie, mesdames.
Je vais commencer à lire les réponses qu'on propose et puis peut-être qu'après, s'il y a d'autres idées dans le chat, on pourra revenir dessus. Alors, la réponse absurde, c'est vrai qu'on fait une réunion mensuelle entre toutes les féministes du monde juste pour inventer des mots. Notre stratégie est découverte. Sur le ton de l'humour, pour une fois, tu auras une excuse si tu ne comprends pas un mot. Pour une fois, tu auras une excuse si tu ne comprends pas une phrase. Et dans les arguments, alors là, il y en a plein, puis vous en avez déjà abordé pas mal. Historiquement, les métiers intellectuels ont été masculinisés par les grammairiens pour invisibiliser les femmes. Donc ça s'est passé au XVIIe siècle. Et on a effectivement retiré des mots comme, enfin des noms de métiers comme autrice, qui était le féminin d'auteur et qui existait. Par contre, dans le domaine des métiers manuels, on a gardé les féminins, par exemple boulanger et boulangère, ça s'est resté, ça a été passé, enfin c'était passé de génération en génération jusqu'à nous. Donc il y a eu c'est pas une tentative puisqu'ils ont réussi, il y a eu à un moment donné dans l'histoire des hommes qui ont décidé d'invisibiliser les femmes, de repousser les femmes en dehors des métiers intellectuels ou des métiers plus prestigieux en fait. Ensuite, le langage sexiste renforce le sexisme et efface les femmes. Ça, c'est l'idée en fait de féminiser la langue, c'est de lutter contre cet effacement permanent des femmes ou des violences sexuelles. Avec le mot féminicide, par exemple, ce qu'on cherche à faire, c'est de montrer que c'est un phénomène spécifique qui touche les femmes. Les violences masculines, elles sont systémiques, elles peuvent aller jusqu'au meurtre de femmes parce qu'elles sont des femmes. Et c'est cette réalité-là que désigne le féminicide. Et puis, le masculin n'est pas neutre, le langage doit aussi décrire les spécificités des femmes et des violences contre elles. Et quand on dit qu'il n'est pas neutre, moi on m'avait fait on m'avait posé une petite question il n'y a pas très longtemps. Alors ça va être facile pour vous de trouver la réponse, mais je vais vous la poser. Donc ça commence par une petite histoire. En fait, il y a un père et son fils qui sont dans une voiture et ils ont un accident. Donc ils sont transportés à l'hôpital et le fils a besoin a besoin d'une intervention chirurgicale. Donc on l'emmène au bloc et au bloc, le chirurgien dit « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Comment est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si on va avoir des réponses. Oui, il y a plein de réponses. Ils disent que c'est sa mère. C'est ça. En fait, le chirurgien est une femme. Et donc, cette petite histoire, elle permet de visibiliser le fait que quand on parle d'un métier au masculin, ça nous fait imaginer immédiatement un homme et que donc, c'est pas neutre. C'est une façon d'invisibiliser les femmes, en fait, de les rejeter en dehors de la sphère professionnelle. Ah, c'est une petite blague qui vient de The Office. J'ai appris quelque chose parce que je ne savais pas d'où ça venait. C'est une série anglaise. Donc, sinon, il y a Caro qui en fait avait un commentaire, mais plus question de dire que parfois l'humour, ça marche pas sur certaines personnes qui peuvent devenir agressives en fait, se sentir attaquées. En fait, c'est vrai, comme on disait au début, parfois il faut s'adapter à son interlocuteur. En fait, quand la personne devant, parfois, elle est vraiment, elle veut apprendre en fait. Elle est là pour vraiment discuter et pas pour provoquer. On peut peut-être du coup plutôt privilégier des arguments, si on le sent évidemment, si on a envie. Voilà. Et par rapport à la petite histoire, il y a Florence qui dit que ça montre aussi qu'on ne pense pas que ça puisse être une famille homoparentale. Ce qui est vrai. Donc oui, il y a féminicide, il y a fémage au lieu d'hommage, il y a sororité au lieu de fraternité, matrimoine au lieu de patrimoine.
qu'est-ce que je cherche et puis tout ce qui est écriture inclusive dans lequel il y a des prénoms neutres comme Yel au lieu de il ou elle. Et oui, il y a une dernière chose dont je voulais parler. On a parlé de ce processus historique, en fait, ce moment de l'histoire au XVIIe siècle où on a décidé d'invisibiliser les femmes. C'est aussi à ce moment-là qu'on a décidé que le masculin l'emportait sur le féminin. Et que cette règle-là est venue remplacer l'accord de proximité. Par exemple, avant, on disait l'accord de proximité, c'est les pommes et les poires sont belles. On va choisir d'accorder en fait le nom belle avec les poires qui sont féminins en fait. Donc, quand on lit de la poésie française, on trouve encore cet accord de proximité qui vient bien plus naturellement que cette idée que le masculin l'emporterait et que s'il y a un nom féminin et un nom masculin, eh ben, on accorde tout au masculin. En fait, traditionnellement, on accordait avec le dernier nom de l'énumération. Il y a deux petites questions. Il y a alors une personne qui avait dit que parfois c'est difficile de répondre quand c'est une femme en fait qui affirme, qui tient des propos sexistes. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile et je pense que dans ce cas-là, on va plutôt aller sur les arguments et les statistiques, peut-être pas faire de l'humour. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cléa. C'est des femmes qui... Malheureusement, ouais, on est tous des poissons dans l'océan, c'est-à-dire qu'on est tous élevés dans la même culture patriarcale, on a tous internalisé les mêmes valeurs, les mêmes stéréotypes, donc bien souvent les remarques sexistes sont faites par des femmes, particulièrement quand il y a des hommes et des femmes à table, et que si on dit quelque chose d'un peu féministe, certaines femmes vont se sentir menacées en fait et vont se faire un devoir de montrer qu'elles sont des bonnes alliées du patriarcat. Donc voilà, il faut savoir que les remarques sexistes, elles peuvent venir des hommes comme des femmes. Par contre, le sexisme n'existe pas pour les mêmes raisons en fait. Les hommes bénéficient directement du sexisme, tandis que les femmes n'en bénéficient pas. Et il y a aussi une autre question, une personne qui disait comment réagir si c'est un petit enfant en fait qui nous dit ça. Par exemple, elle donnait l'exemple d'un garçon qui dit que les filles ne jouent pas avec lui parce qu'elles sont moins fortes. Qu'elles ne jouent pas au foot parce qu'elles sont moins fortes, à la récré par exemple. Donc là, avec les enfants, c'est un peu plus de pédagogie et peut-être pas sortir des statistiques, mais essayer d'expliquer simplement en fait que c'est pas vrai que les filles peuvent avoir envie aussi de jouer au foot. Qu'il y a une Coupe du Monde féminine de football. Voilà. Qu'il y a des grandes joueuses femmes également. À mon avis, dans ce cas-là, on peut citer des femmes sportives et relativiser les choses en disant que tout dépend des individus et qu'il peut y avoir des hommes qui sont fluets et qui ne sont pas très sportifs, qui n'ont pas une carrure très développée, alors qu'il peut y avoir des femmes très fortes et qu'il ne faut pas faire de généralité. Il y a Johanna qui dit « Mon fils de 8 ans écoute avec moi le webinaire, il a plein d'exemples spontanés. » Pas mal. Bah oui, et c'est vrai que les enfants ont internalisé très très vite le sexisme. Hein. Dès l'âge de 4 ans, les filles commencent à considérer qu'elles sont moins bonnes que les garçons physiquement et intellectuellement, alors qu'on sait qu'à l'école, elles ont des meilleurs résultats scolaires. Mais c'est l'âge aussi où on peut déconstruire ces stéréotypes parce qu'ils ne sont pas implantés depuis très longtemps. Et donc, c'est important de faire de la sensibilisation auprès des enfants. Est-ce qu'on continue? Oui. Alors, du coup,
on vous propose un autre commentaire sexiste. Donc celui-là, on le retrouve carrément appliqué dans nos familles où parfois on remarque que les femmes sont toutes dans la cuisine, les hommes sont dans le salon en train de prendre le café. Et des personnes disent que c'est normal parce que les femmes savent mieux préparer à manger, savent mieux faire le ménage, savent mieux s'occuper des enfants. Et on vous a mis un petit dessin en fait qui montre en fait l'impact de ce stéréotype sur les femmes, sur leur carrière, le fait que les femmes en fait sont forcées de s'occuper en fait de tout ça. Et c'est pas parce qu'elles en ont envie. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples de répartie sur ça? Alors, il y a une personne qui commente avec une réponse argumentée et qui dit « Alors, pourquoi les chefs étoilés encensés sont des hommes ?» Ça, c'est une question un petit peu particulière, celle des chefs étoilés, on va y revenir. Une réponse sur le ton de l'humour, et elles savent mieux quand c'est judicieux de fermer leur bouche, apparemment. Une autre réponse sur le ton de l'humour, je m'en vais te préparer un gloubi-boulga. Hélène qui dit « Comment expliquez-vous que mon homme cuisine mieux que moi ?» Lilith qui dit « Bah oui, c'est dans les gènes, c'est ça. J'avais lu un super bouquin là-dessus. » Ça, c'est sur le ton de l'absurde, une façon de déstabiliser la personne en face. Une réponse sur le ton de l'humour. Il faudrait commencer à savoir s'habiller tout seul avant d'apprendre à faire à manger. Yasmine qui dit « Dans ce cas, je me demande pourquoi la cuisine finit en feu quand je cuisine. » Féro qui dit, alors ça je pense que c'est de l'humour, mais ça pourrait être aussi un peu de l'absurde. C'est parce que l'on roule sous les aisselles. En référence au Père Noël est une ordure. Ursula qui nous dit, comme c'est pratique pour toi, dis donc, c'est marrant que, comme par hasard, tous les trucs chiants sont féminins. Elle n'est pas facile, celle-là. Enfin, faut trouver des blagues. Sandy, effectivement, renvoie au couple homosexuel et elle dit « Je me demande comment font les couples d'hommes pour manger. » Et j'avais un copain gay qui disait que quand on lui posait la question, il disait bah, « On est en binôme, avec un couple de lesbiennes. » Et comme ça, nous, on fait le bricolage et elles font à manger, elles font le ménage. Alors, il y a Charlotte qui propose une réponse absurde dans le même style qu'Ursula. Tu le penses vraiment ou tu dis ça parce que ça t'arrange de ne pas t'en occuper? Clairement, hein, ça les arrange de ne pas s'en occuper. Et c'est pour ça qu'ils ont souvent la stratégie du mauvais élève. Lilith qui sort cette réponse absurde. Bah, parce qu'on se sert de nos seins pour faire à manger et vous de vos tops pour planter des clous dans les murs, non? Un peu comme pour les couleurs, en fait. Ça n'a rien à voir avec nos organes génitaux, on est d'accord? Alors, on va passer aux réponses. Alors, du coup, on vous a préparé quelques réponses, mais les vôtres sont trop bien. Donc, sur de l'absurde, je pense qu'il y en avait quelqu'une qui a proposé ça dans le chat, de dire, bah oui, en fait, c'est un gène de la ménagère qu'on retrouve dans le chromosome X, et donc on est toutes doublement douées pour le ménage. Sur de l'humour,
dire oui, et du coup les hommes savent mieux chasser le mammouth, donc vas-y, ramène le mammouth. Une idée qu'on trouvait aussi dans le chat, c'est de dire on est toutes des chefs étoilés, on est toutes des filles de chez Best. Et sur les arguments et les statistiques, donc là en fait c'est vraiment parler de la construction de la société patriarcale en fait, qui a socialisé les femmes pour s'en tenir en fait au travail domestique, pour être au service des hommes qui, eux, vont aller se réaliser en dehors en fait, du foyer. Et qui, comme ça les a en fait consignés à des tâches, aux tâches ménagères, en fait, aux tâches ménagères, tâches de soins des autres, qui sont des tâches mal payées, qui sont des tâches répétitives, qui sont des tâches invisibles en fait dans notre société, et des tâches où en fait qui sont aussi on n'a pas vraiment on n'est pas estimé en fait quand on les fait. C'est presque naturel, hein. On attend des femmes qui s'occupent des enfants, et c'est pas un travail qui est valorisé dans la société. Voilà, donc vraiment renvoyer vers comment en fait le patriarcat s'est organisé pour mettre les femmes au service des hommes. Et faire des tâches qui sont jugées ingrates parce qu'elles sont toujours à recommencer, en fait. Quand on fait le ménage, on sait bien que ça va être ressali derrière et qu'il faudra recommencer. Et donc, la répétition est moins valorisante que la reconnaissance qu'on peut avoir quand on produit quelque chose. Il y a Claire qui parle en fait, des stratégies un peu pour que certains hommes emploient pour ne pas participer, en fait, pour ne pas faire leur part du travail ménager. C'est de faire le mort, faire l'escargot. Et le troisième, j'ai oublié. Voilà. Le mauvais élève. Et celui-là qui dit on n'a pas le même résultat, on n'a pas un résultat final comme genre retaper un meuble. Bah oui. Ouais. En tout cas, merci pour vos idées, parce qu'on a du coup, quand on est, quand on est nombreuses et nombreux comme ça fuse et c'est toujours plus intéressant. Ils sont très inspirés dans le chat aussi. Ensuite, donc là, le fameux quand vas-tu trouver un homme? Donc celui-là, c'est un grand classique. Certaines reconnaîtront le ras-le-bol lesbien face à ce commentaire. Du coup, ça c'est quand vas-tu trouver un homme, quand vas-tu te marier, quand vas-tu avoir des enfants. En fait, là, à chaque fois, un peu comme si c'était le but de notre vie, c'est de trouver un partenaire. Voilà, est-ce que vous avez des exemples de commentaires? Et Yasmine qui propose une réponse absurde en disant qui a dit que j'en avais besoin d'un. Et Tana qui dit et si je préfère les femmes. Charlotte, une réponse sur le ton de l'humour. Pourquoi faire? Et il y a quelqu'un qui propose aussi quand j'irai ouvrir la poubelle. Réponse absurde. Voilà, on a une réponse de Delphine qui est à la fois une réponse, une blague et une réponse argumentée, quelque part. C'est pour lui laver ses slips et ses chaussettes? Non, merci. Ursula, jamais. C'est une réponse aussi hein, à la question. Lauriane propose une réponse absurde. J'ai une plantation d'hommes dans le jardin, mais ça prend pas, j'arrive pas à les faire pousser. Ou Meryl qui propose je me suis trouvée moi-même et ça me convient très bien.
Ça inspire tout le monde, celle-ci. Camille, elle dit bon, la flemme. Et Charlotte qui propose cette réponse qui est une réponse, qui est une phrase célèbre du mouvement des femmes dans les années 70. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Ursula qui propose, en réponse argumentée, les femmes, c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, vous allez voir, on a argumenté un peu là, dans ce sens. Aurore qui reprend un peu le même argument que Meryl. Je suis en couple avec moi-même, jusqu'ici tout va bien. J'organise un mariage bientôt d'ailleurs, je t'y invite. Est-ce qu'il y a encore des réponses dans le chat? Il y a Ursula qui dit il y a aussi la version des enfants, surtout quand on a 30 ans et plus. Ah oui. C'est quand est-ce que tu trouves un homme, quand est-ce que tu fais des enfants, c'est le destin traditionnel des femmes. Trouver un homme et fonder une famille. Et Aurore ajoute, c'est d'ailleurs extrêmement mal vu qu'une femme ne veuille pas d'enfant. Ouais. C'est toujours difficile d'assumer en famille ce choix-là. Sandy qui propose une réponse déstabilisante quand j'en aurai fini de m'épanouir dans la vie. Et il y a Graziana qui partage son vécu, qui dit « J'aimerais avoir des arguments plus que de l'humour. Mon père vient de me demander quand je vais avoir des enfants juste avant le démarrage du webinaire. » On va donner des arguments. Et sur le ton de l'humour, Camille propose « Sinon, ça va ton divorce, tonton ?» Oui, ça peut être un chiffre à amener d'ailleurs, hein, les chiffres sur le divorce. On parlait de noter des chiffres et de les avoir en tête ou sur son téléphone tout à l'heure. Les chiffres du divorce, ça peut vous aider. Et Delphine répond « Pas besoin, mon sextoy me satisfait pleinement. » Sandy qui nous dit « Les chiffres des violences dans le couple, c'est pas mal. » Effectivement, ça peut aussi expliquer pourquoi on n'a pas forcément envie d'être en couple. Magda a dit que la question qu'on pose aussi, c'est quand vas-tu te marier? Il y a un retour en force du mariage quand même ces derniers temps. Eugénie qui propose « Ne t'inquiète pas pour moi, j'en ai déjà plein. » Des enfants, j'imagine. Ou Yasmine qui propose une réponse absurde que j'aime bien. Pourquoi c'est moi qui dois aller le trouver, il ne sait pas bouger ses fesses? Caro qui nous dit « Quand tu pourras accoucher à ma place. » Ouais, on n'en parle pas assez. Hein. L'accouchement, c'est pas quelque chose d'anodin. L'accouchement et les conséquences de l'accouchement. Ah, des hommes. Génie. C'est les hommes, pas les enfants. Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai déjà plein d'hommes. Alors, je pense qu'on peut passer aux petites... Oui, on peut passer à ce qu'on... Alors, sur l'absurde, on n'a pas été aussi inspiré que vous. Donc là, quand les poules auront des dents. Enfin, quand on est lesbienne, c'est pas vraiment d'absurde, c'est juste la vérité. Ensuite, sur de l'humour, on va dire, j'ai déjà une bouillotte. Ou si
si c'est pas sa mère qui nous demande, dire mon vibrateur et moi sommes très heureux ensemble, ce qui était aussi une proposition sur le chat. Et enfin, sur les arguments. Donc là, on voyait vers les études qui disent que les femmes célibataires sont plus heureuses que les femmes mariées. En fait, il y a eu une étude en 2019 qui avait montré en fait que le mariage, ça rend les hommes plus heureux, plus apaisés, ça leur permet de faire de meilleures carrières, alors que les femmes, en fait, les femmes disent qu'elles seront plus malheureuses après le mariage, en fait. Voilà. Alors qu'en fait, on nous fait croire que c'est les femmes qui ont besoin d'être mariées, qui sont après le mariage, après le couple. Et finalement, c'est elles qui sont les plus malheureuses, en fait, en couple. Renvoyer aussi vers en fait, ces socialisations des petites filles à travers les films, vraiment dès la petite enfance, à cette vision du prince charmant qui va arriver, qui va la sauver, en fait. Et ça fait que les filles très jeunes commencent à voir le couple, le prince charmant, comme l'ultime réalisation, l'ultime accomplissement de leur vie. Alors que déjà, on n'attend pas tout le prince charmant, certainement, toute une princesse charmante. Et aussi, on peut juste être heureuse en étant célibataire. Voilà. Il y a Lisa qui dit, il y a aussi des études à propos du regret d'être mère qui peuvent suffisamment plomber l'ambiance pour éviter que le sujet ressurgisse à tout bout de champ. Et je crois qu'il y avait des études aussi qui montraient que les femmes étaient plus heureuses en fin de vie, en fait, à partir de 50 ans. Enfin, en fin de vie, c'est pas tout à fait vrai, mais comment on appelle ça, en troisième partie de vie. Après après le mariage et après avoir élevé les enfants. C'est le moment où les femmes se déclarent elles-mêmes le plus heureuses. Et Gradiana qui dit, il y a l'idée souvent, je trouve, qu'on doit faire des enfants pas pour soi-même, mais pour rendre heureux ses propres parents. Effectivement. Dans certaines familles, on ressent beaucoup de culpabilité en fait par rapport aux attentes de notre famille. C'est vrai que c'est difficile, mais en fin de compte, on vit pour soi-même, même si c'est difficile de l'assumer face à sa famille et même de ne pas ressentir cette culpabilité. Mais voilà, c'est important de faire ses propres choix. Il y a aussi l'argument, effectivement, là on sort un peu du registre féministe, mais l'argument de la crise écologique, Camille dit aussi sur le fait d'avoir des enfants, ça a un gros impact en termes de réchauffement climatique. Pourquoi faire des enfants qui vont vivre dans des conditions environnementales probablement compliquées? Ursula qui dit les enfants sont de la responsabilité des parents et surtout ça bouleverse la vie des mères. La décision nous revient, pas à nos parents. Et Lauriane qui propose de déstabiliser les personnes qui posent ce genre de questions en disant t'es sûr que tu veux que je fasse des enfants parce que je vais les élever dans le féminisme et ils seront pires que moi. Et Christelle demande que répondre quand on nous dit tu es égoïste de ne pas vouloir d'enfants. Je sais pas, Widad, une idée? Il y a Ursula qui dit que c'est égoïste déjà de forcer les femmes à avoir des enfants. Et moi qui ne veux pas avoir d'enfants, je sais que souvent je réponds que c'est égoïste de faire des enfants parce que si ces enfants sont malheureux, c'est égoïste en fait de leur avoir donné naissance, parce qu'on est responsable de leur malheur. Bon, après, c'est un peu too much peut-être comme argument, mais c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé. Et puis j'ai l'impression aussi que quand les femmes ne veulent pas consacrer une bonne partie de leur vie, parce que élever des enfants, c'est au moins 15 ans, voire 20 ans de sa vie,
elles sont forcément égoïstes. C'est-à-dire que si elles ne se consacrent pas aux autres, si elles ne font pas ce sacrifice de se mettre au service de leur mari, de leur conjoint et de leurs enfants, elles sont forcément égoïstes en fait. Une femme bien, c'est une femme qui se met au service des autres et qui s'oublie elle-même en fait. Complètement. Et on voit souvent dans des couples hétéros des hommes dire aux femmes, par exemple, qui refusent de mettre de côté leur carrière ou qui refusent de s'occuper des enfants seuls, par exemple, en ce moment en télétravail, qui sont égoïstes, qu'elles privilégient leur carrière alors que la carrière de l'homme est plus importante en fait. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu. C'est-à-dire que pour les hommes, c'est pas égoïste, c'est juste que leur carrière est importante. Pour les femmes, c'est égoïste de refuser ou de souhaiter partager en fait le soin des enfants de façon égalitaire. Il y a Lauriane qui dit « Est-ce qu'on reproche aux hommes de ne pas faire d'enfants ?» Effectivement, cette question-là n'est pas posée, la pression sociale n'est pas du tout posée de la même façon, s'exerce pas de la même façon pour les hommes. Et on peut imaginer qu'on ne fasse pas d'enfants et qu'on décide de faire une carrière dans le social ou dans l'éducation et que tous les jours on aille à l'école s'occuper de 30 enfants. Donc, où est réellement l'égoïsme en fait? Ce sont des choix qui sont vraiment personnels. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé avant de l'écologie, de dire que faire un enfant, c'est une personne de plus qui détruit la planète. Donc, en fait, est-ce que vraiment c'est égoïste de ne pas en avoir? Il y a Sandy qui dit « Je ne fais pas d'enfant pour mieux me consacrer au militantisme féministe ». Et Nicole qui dit « Je ne suis pas égoïste car je ne dois rien à la société ». Et peut-être qu'on peut passer au la dernière remarque sexiste qui est un peu plus, qui n'est pas sur le même registre que les précédentes, un peu plus douloureuse, on va dire. Donc, de toutes ces personnes qui, quand on leur parle des agresseurs, des violences sexuelles, des violences masculines, répondent et la présomption de l'innocence comme technique de silenciation des femmes, en fait, pour nous empêcher de parler de ces violences-là. Donc là, une petite illustration sur le fameux argument de séparer l'homme de l'artiste. Donc, qui ressort aussi un peu comme le présomption d'innocence. Voilà. Est-ce que vous avez des réparties? Donc là, nous, on a eu du mal avec l'humour en fait sur ce sujet. Donc en fait, on n'attend pas de vous forcer de trouver des choses drôles, mais surtout sur les arguments et parfois l'absurde aussi, ça marche. Voilà. Alors, il y a déjà quelques réponses. Sandy qui dit « C'est à la justice de garantir la présomption d'innocence, pas aux victimes et aux témoins ». Charlotte qui dit « Oui, c'est important et pourtant à chaque accusation de viol, on entend « Elle a dû le mériter, faire quelque chose ». Donc là, c'est un renversement de la culpabilité. Hein. On discrédite la victime pour atténuer le crime ou le délit. Il y a une personne aussi qui dit 5% des viols condamnés en France et le droit à la justice pour les victimes. Et en fait, je pense que c'est moins de 5% des viols condamnés en France. Il y a Camille qui dit donc, c'est une réponse par l'absurde. Si je comprends bien, ton boulanger viole quelqu'un, mais il fait du bon pain. Tu sépares l'homme de l'artiste aussi. Ça interroge sur qui bénéficie de cette impunité, en fait. Est-ce que ce sont des personnes puissantes ou est-ce que tout le monde en bénéficie? Il y a Ursula qui écrit une réponse argumentée.
Ça ne profite qu'aux hommes qui sont structurellement des agresseurs. 99% des hommes condamnés pour violences sexuelles des personnes condamnées pour violences sexuelles sont des hommes. Et oui, c'est moins de 1% des violeurs condamnés. Vive la France. Tana qui dit « Et quand arrêtons-nous de douter de la victime ?» Lauriane qui propose une réponse argumentée. « Sais-tu ce que cela signifie pour la victime de prendre la parole et dire ce qu'elle a vécu ? Le coût social, financier, psychologique est super élevé. C'est s'exposer à perdre des amis, son travail, sa famille, c'est passer des heures au commissariat ou avec son avocat, c'est se prendre des remarques violentes. Pense à cela avant de mettre en doute la parole des victimes. » Effectivement, il y a aussi le fait de répéter ad nauseam la même agression qu'on a vécue quand on est victime et qu'on a affaire à la police puis à la justice. On est sans arrêt obligé de raconter de nouveau les faits, les violences qu'on a subies, et ça c'est très très dur. Meryl qui dit, pour confirmer, les victimes s'expriment peu et portent rarement plainte. Florence qui fait le parallèle avec d'autres délits et qui dit « Quand quelqu'un accuse une personne de lui avoir volé son portefeuille, on ne remet pas immédiatement en doute son accusation, alors pourquoi le faire en cas de viol ou d'agression sexuelle ?» Ça, c'est vrai. Et Nicole qui retourne la phrase en disant « Et la présomption de mensonge quasi systématique pour la victime ». J'aime bien cette idée de présomption de mensonge. Et Aurore qui dit, je cite la chanteuse Pomme, « Juste une petite mise au point pour les partisans fervents de la présomption d'innocence. Elle serait légitime dans un système où la justice ferait son travail, prendrait les plaintes des victimes et où le patriarcat n'existerait pas. Est-ce que c'est le cas? Non. » Et effectivement, la présomption d'innocence, elle fonctionne dans une justice qui n'est pas patriarcale. Et aujourd'hui, enfin, on en parle beaucoup de tous les jugements qu'il peut y avoir sur différentes affaires de féminicide, d'agression sexuelle en série. Et il y a encore une impunité très très grande pour les hommes. Ursula, elle dit en 2019, 70% des femmes qui ont tué leur mari étaient victimes de violences de leur part. Donc, si on veut éviter les meurtres conjugaux, le meilleur moyen reste de lutter contre les violences masculines. Et Oran qui propose une réponse par l'absurde, que j'aime bien. Et un ministre visé par une enquête pour viol, on en parle? Parce que oui, on va en parler tout à l'heure, hein, quand on va vous donner les réponses qu'on a préparées. Et Sarah qui dit « Et pour les phrases du genre, on n'en parle pas des femmes qui tuent leur mari et les hommes qui ont été violés », ça c'est toutes les stratégies effectivement pour égaliser, symétriser les violences. Et on nous demande aussi quels arguments pour les victimes de Weinstein. Oui, mais elles ont cédé, elles n'ont pas voulu céder pour accéder... elles ont voulu céder pour accéder à de meilleurs rôles. Donc ça, c'est la remise en cause du récit des victimes, en fait. Elles n'ont pas vraiment été victimes, finalement. Elles étaient consentantes parce qu'elles vont tirer des bénéfices de la situation. Quand on sait à quel point les violences sexuelles sont traumatisantes, en fait, on peut se demander où est le bénéfice. Et puis, de toute façon, c'est toujours des paroles qui remettent en cause la crédibilité des victimes, en fait. C'est pour ne pas entendre, pour nier les violences, la réalité des violences sexuelles qui sont dénoncées.
Aurore qui dit « On remet systématiquement la parole des femmes en question. Bizarrement, quand c'est un homme qui parle, on l'écoute et on le croit. » Oui, il y a clairement un traitement différencié des hommes et des femmes. Et Camille qui ajoute, super ajout, elle dit « C'est le principe de l'abus de position dominante, leur carrière est entre les mains d'un homme, donc elles restent dépendantes afin d'accéder à leurs rêves. » Effectivement, c'est des femmes qui n'ont pas le pouvoir de ces hommes, en fait. Il y a une inégalité dès le départ. Ils sont en position de pouvoir et c'est pour ça, c'est grâce à ça, en fait, qu'ils imposent des violences sexuelles. Et puis il y a Sandy qui dit une réponse déstabilisante. Je n'ai pas souvenir d'un cas de présomption d'innocence pas respectée. Tu peux me rafraîchir la mémoire? Ça, j'aimerais bien connaître la réponse des hommes qui sont confrontés à cette question. Surtout que quand on parle de ça, on a toujours affaire. Enfin, quand on parle de la présomption d'innocence, souvent on parle d'hommes qui sont publics. Donc certains ont agressé une multitude de femmes, en fait. Au bout d'un moment, là, la présomption d'innocence, quand il y a autant de victimes, enfin, on peut légitimement douter qu'ils sont innocents, en fait. Et Ursula qui dit « La présomption d'innocence, c'est un principe qui incombe à la cour, pas à l'opinion publique, ni au débat politique. » Ouais, on va revenir là-dessus. Peut-être qu'on peut passer aux réponses, du coup. On vous a préparé quelques réponses. Donc la première sur l'absurde, c'est dire bah oui, c'est vrai, regardez toutes ces carrières brisées, regardez Trump, regardez Polanski, ces hommes n'ont pas pu faire carrière à cause, alors même qu'ils ont reconnu en fait les faits qui leur sont reprochés. Et sur les arguments, donc là c'est un peu vous les avez toutes dit. Donc, une première réponse, c'est de parler de l'injustice, en fait, du déni de justice qui est fait aux victimes, du fait que très, très, très peu des accusés d'agression, de viol sont condamnés, même quand il y a une plainte, alors qu'il y a très peu de plaintes, en fait. Je pense que c'est 10% des agressions font l'objet d'une plainte. Aussi un argument qu'on a beaucoup vu dans le chat, c'est de dire que les victimes sont présumées coupables. C'est cette présomption de mensonge qui est faite aux victimes. On leur dit qu'elles ont, ou bien qu'elles l'ont cherché, ou bien qu'elles mentent pour gagner on ne sait quoi. Et comme disaient certaines dans le chat, quand on sait en fait, le coût en psychotraumatisme, mais aussi le coût quand on porte plainte, à quel point c'est difficile et que souvent il n'y a pas de justice en fait. Parler aussi, c'est quelque chose qu'on a vu, je comprends que c'est quelqu'un qui a parlé des hommes politiques. Enfin, là, c'est par exemple, quand on parle d'un ministre qui est accusé de viol et qui est nommé, c'est de dire le sujet n'est pas la présomption d'innocence, le sujet, c'est l'exemplarité des hommes politiques. C'est-à-dire que le minimum, c'est qu'on attende que la justice fasse son travail avant de nommer une personne comme ça. C'est en fait un message fort de nommer une personne accusée de viol qui envahit à toutes les victimes. Et puis rappeler aussi que la présomption d'innocence, c'est un principe juridique. C'est une responsabilité des institutions qui doivent du coup, qu'elles doivent respecter. Il y a des provisions dans la justice pour s'assurer que les accusés sont, du coup, ont ce droit-là et que c'est pas du tout, ça peut pas être dévoyé pour devenir une sorte de garantie absolue de la réputation des agresseurs qui s'appliquerait à la société et aux victimes en fait, qui doivent garantir la réputation de leurs agresseurs. Voilà quelques exemples d'arguments.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a Lucie. Lucie dit oui, ce serait trop facile d'accuser de viol toutes les personnes à qui veut faire entrave. Ce serait une technique des femmes pour barrer la route à des hommes, à des personnes trop ambitieuses. Donc en fait, les femmes se porteraient plainte pour briser la carrière des hommes. Moi, ça me fait penser à... On en avait beaucoup parlé au moment de... comment il s'appelle? Celui qui était directeur du FMI. Ouais. Dominique Strauss-Kahn. On avait entendu cet argument plusieurs fois. Bon, c'est juste... ça n'a pas de réalité, en fait. C'est uniquement pour décrédibiliser les victimes et pour que la charge de leur plainte, la force de leur dénonciation porte moins. Et je pense que c'est aussi pour certaines personnes, pour éviter de ressentir la culpabilité. Par exemple, je pense aux personnes qui consomment des films ou des productions, en tout cas, d'agresseurs. Ils parlent de la présomption de l'innocence pour en fait éviter leur responsabilité, éviter de dire, bah, en fait, moi je soutiens un agresseur, donc en fait, pour silencier ça, ils partent sur cette histoire de présomption d'innocence. Il y a Aurore aussi qui dit si on a la force et le courage, on peut parler de son vécu, dire qu'on a été victime d'agression et que parler de la présomption d'innocence rend ma parole inexistante et ça blesse. Alors ça, je vous le recommanderais que si vous avez vraiment confiance en la personne qui est en face ou les personnes qui sont autour de vous. Parce que c'est des sujets qui, voilà, quand on a été victime d'agression, sont très personnels, nous fragilisent et nous déstabilisent. Et quand on est en situation de devoir argumenter face à quelqu'un qui tient des propos sexistes, personnellement, je déconseillerais de se mettre dans cette position de vulnérabilité, en fait. Mais si on est face à quelqu'un qui a dit des choses, qui tient des propos un peu stéréotypés, mais que derrière la personne est de bonne foi et est prête à entendre les arguments que vous pouvez annoncer et que vous vous sentez vraiment en confiance, pourquoi pas. Meryl dit la misandrie n'a jamais tué personne, la misogynie si. Il y a Lucie qui parle d'un argument qu'on ressort en fait pour justifier l'injustice face aux violences sexuelles, c'est de dire c'est normal, il n'y a pas de preuves. Je pense qu'aujourd'hui, on est tout d'accord pour dire que la justice n'est pas adaptée en fait aujourd'hui pour en fait juger sur les cas de violences sexuelles parce qu'elle ne prend pas en compte, par exemple, les psychotraumatismes qui sont des vraies preuves psychologiques, physiques de l'impact des violences sexuelles et qui sont très très peu prises en compte aujourd'hui par la justice qui cherche à chaque fois des preuves matérielles qui sont presque toujours inexistantes dans ces cas-là. C'est ça, les symptômes des psychotraumatismes sont considérés comme des conséquences à l'heure actuelle et non pas comme des preuves. Donc c'est aussi la façon dont on conçoit la justice qui fait que il n'y a pas de preuves. Mais en fait, les preuves, elles existent. C'est les victimes elles-mêmes qui sont les preuves en fait des violences qu'elles ont subies. Mais ça, aujourd'hui, c'est pas pris en compte, ce qui explique du coup que beaucoup de plaintes sont classées sans suite. Et celles qui ne sont pas classées sans suite, souvent, il n'y a pas de condamnation. Et c'est aussi un argument qui est utilisé pour dissuader les femmes d'aller en justice, en fait. On dit que ce serait parole contre parole. C'est aussi utilisé pour empêcher les femmes d'obtenir justice. Nicole dit il faut renverser la charge de la preuve.
Là, je ne suis pas assez calée pour... En fait, ce qui veut dire, c'est que c'est à la victime à chaque fois de prouver qu'elle a subi les violences sexuelles et pas à l'accusé de prouver qu'il n'a pas, en fait violé ou agressé. C'est comme ça en fait dans le système judiciaire. Donc la charge de la preuve, elle revient aux femmes, enfin aux victimes du coup. Alors, il y a Florence qui fait une remarque par rapport à tout ce dont on est en train de parler là. Elle dit on m'a dit aussi, je ne suis ni féministe ni anti-féministe, je suis pour l'égalitarisme. Le fameux humanisme aussi. Je suis humaniste. Dans le sens où le féminisme, dans le sens où le féminisme serait le contraire du masculinisme. Ça, c'est une technique de silenciation. Hein. Je ne suis pas raciste, j'ai des amis noirs en fait. Enfin, ici, on parle d'un sujet qui est le sexisme, on parle des violences. Dire qu'on est pour l'égalité, on est humaniste, c'est silencier, c'est refuser d'écouter les personnes dominées, les personnes violentées. Et je sais qu'il y a des femmes, malheureusement, qui se disent pas féministes. Enfin, en tout cas, pour moi, mon opinion personnelle dessus, c'est que c'est douloureux, en fait, de réaliser l'ampleur de la domination masculine et de se dire féministe. C'est pas facile. C'est très douloureux. Qu'est-ce que tu en penses, Léa? Oui, moi ce que je réponds à ça, c'est qu'on dit féminisme parce que c'est le combat des femmes contre leur oppression en fait. Et dire égalitarisme, c'est effacer cette oppression spécifique que subissent les femmes dans un système qui est organisé pour ça et qu'on appelle le patriarcat ou la domination masculine en fait. Donc les mots ont un sens et si on dit féminisme, c'est pour désigner cette réalité-là, ce vécu des filles et des femmes de leur oppression. Voilà. Et le masculinisme, au contraire, c'est un mouvement des hommes qui répond, en fait, qui s'est créé. C'est une réponse au mouvement féministe, en fait. C'est-à-dire que c'est des hommes qui ont vu les avancées féministes sur la société, sur les lois, et qui se sont dit « Oh mon Dieu, on est en train de perdre nos privilèges, il faut qu'on lutte contre les féministes. » Donc en fait, il n'y a pas de commune mesure entre le féminisme d'un côté et le masculinisme de l'autre. Ce n'est pas deux mouvements qui seraient sur un pied d'égalité. C'est qu'on a d'abord un mouvement féministe qui vient lutter contre cette oppression que subissent les femmes, qu'on appelle, je sais pas, j'allais dire qu'on appelle la plus vieille oppression du monde. Je sais pas si on l'appelle vraiment comme ça. Et le masculinisme qui vient, qui est une réponse au féminisme en fait, qui s'est créé après le mouvement des femmes. Et d'ailleurs, Sandy dit le féminisme ne combat pas les hommes, mais le patriarcat. Bon, on va peut-être clôturer parce qu'il y a des personnes qui commencent à partir. Alors, avez-vous des questions? C'est le moment de nous dire s'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes, enfin, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit. Alors, il y a Delphine qui demande est-ce que le mouvement féministe est misandre? C'est seulement celles qui sont cool qui sont misandres, en fait. Et d'ailleurs, si on vous dit ça, vous pouvez sortir une petite blague misandre. Voilà, ma préférée, c'est qu'est-ce que le premier homme sur la Lune? Et la réponse, c'est un bon début. Voilà. Vous pouvez chercher sur Internet, il y en a beaucoup, des blagues misandres. Donc voilà, ça c'est la réponse pour déstabiliser un peu la personne en face. Marie qui nous donne une autre blague misandre qui dit qu'est-ce qu'un homme blanc cis hétéro donne à Emmaüs? Réponse, son avis.
Tu veux la lire, Wida? Alors, donc, la dernière, elle est vraiment très, très... Mais je ne sais pas c'est qui la personne. Je vois que iPhone, donc je n'ai pas pu vous citer avant par rapport à vos remarques. Mais du coup, elle dit, comment un homme change une ampoule? Il met le culot dans la douille et il attend que le monde tourne autour de lui. Voilà. Non, pour répondre sérieusement, les féministes ne sont pas misandres, hein. Elles veulent seulement l'égalité entre les hommes et les femmes. Et on est encore très, très loin de l'égalité. Et la fin des violences aussi. Les violences contre les femmes. Complètement. Il y a Yasmine qui dit « Je voulais contacter l'association afin de mieux me renseigner sur l'histoire du féminisme et des différents combats qu'il y avait, mais on ne m'a toujours pas répondu. Que faire ?» Pour contacter l'association, il y a une adresse contact. Alors, je ne l'ai plus en tête. Tu la connais Je sais pas. Alors, il y a celle qui est militée, celle qu'on a donnée au début du webinaire. Merci Meryl, militer@oserlefeminisme.fr. Et Charlotte dit « Le bouquin Beyoncé est-elle féministe est top pour se renseigner sur l'histoire et les différents mouvements. » C'est une bonne intro. Oui, effectivement, en fait, le livre, il est organisé par chapitre et chaque chapitre traite d'un thème. Et vous allez trouver plein de réponses. Là, on a pas des réponses comme on a fait ce soir sur le ton de l'humour ou voilà, des réponses plus absurdes, mais pour tous les arguments, toutes les statistiques, il y a plein de choses dans ce livre, Beyoncé est-elle féministe? Donc ouais, on vous le recommande aussi. Alors, Camille qui dit « Pendant le dîner, en général, ma mère fait le service et je l'aide, car c'est un réflexe d'aider tout simplement. Et quand je demande aux hommes d'aider, on me traite de rabat-joie. Vous avez des réponses ?» Bah, je ne sais pas, peut-être demander est-ce que vous pensez que c'est normal que les hommes restent assis à table pendant que les femmes travaillent en cuisine? Alors là, on va peut-être vous répondre oui, mais dans ce cas-là, vous pouvez dire que bah, c'est sexiste en fait, que c'est une répartition des rôles sexistes et que c'est juste normal d'aider en fait. De participer à un moment qu'on passe en collectif. Dans les collectifs, tout le monde doit faire sa part en fait pour que ce travail-là, de débarrasser, de mettre la table, de faire la cuisine, ne repose pas toujours sur les mêmes personnes. Je ne sais pas si tu as des idées, Widad, par rapport à ça. C'est vrai que ça, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'on peut avoir des opinions, mais après, réussir vraiment à changer les choses dans notre famille, à changer enfin, comment les choses se déroulent depuis des années, depuis des décennies dans nos familles. C'est vrai que c'est très, très difficile. Mais je pense, enfin, c'est-à-dire que, comme disait une personne avant, dire que moi, je ne ferai plus ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se lever d'un coup et commencer à le faire, mais au moins, enfin, ça les fait réfléchir. C'est vrai que c'est difficile parce que c'est un peu ce que disent aussi les femmes par rapport aux enfants, par rapport au ménage, c'est que quand elles ne font pas, les hommes, en fait, enfin, ne se lèvent pas pour prendre le relais. C'est un peu comme si c'est un peu un sorte de rapport de force où c'est les femmes qui cèdent à chaque fois. Et donc, en fait, il ne faut pas céder, hein. C'est difficile, mais c'est ça. C'est ce que dit Lauriane, elle dit toi et ta mère, restez à table, personne ne prépare. Et quand ils vont commencer à se plaindre d'avoir faim, vous leur dites qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Mais c'est hyper dur à faire. Alors, ça m'est arrivé une fois, j'ai testé pour vous. J'étais dans un repas de famille et j'ai vu toutes les femmes se lever pour aller faire la vaisselle. Et tous les hommes restaient à table pour boire un café et je suis restée à table. Je me suis forcée à rester à table avec un café.
Et les hommes m'ont tous regardé en souriant et en se marrant, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite repéré qu'il y avait quelque chose d'étonnant ou ouais, de surprenant, d'anormal dans mon comportement. Et pourtant, je faisais juste la même chose qu'eux. Et donc après, ça a embrayé sur une conversation sur moi et mes principes féministes. Donc voilà, ils savent très bien ce qu'ils font. En fait, ils sont conscients qu'ils restent à table et que c'est les femmes qui s'occupent de tout autour d'eux. Et Delphine dit, et on balance les assiettes sales dans la tête du tonton s'il continue. Il y a Florence qui parle d'un sujet important qui est du coup la colère, qui est légitime en fait, parce que face à quelqu'un qui nous balance des ordures sexistes, c'est difficile de garder son calme. Et moi, je comprends ça complètement. Euh, enfin, déjà, j'ai envie de dire, tu n'es pas obligé de répondre, vraiment, il faut prendre soin de soi. Si vraiment tu sens qu'ils vont t'énerver, qu'ils sont là pour te provoquer, euh, ne pas répondre. Et comme disait, je pense, Meryl, c'est noter les arguments, parfois ça aide aussi, parce que du coup, on peut respirer et juste balancer les arguments. Mais surtout, ne pas se brusquer, en fait. Si on sent que ça va être désagréable, ne pas répondre aussi. Ouais, il faut se protéger, hein. C'est ce qu'on disait au début en vous donnant plein de techniques et en disant qu'on n'est jamais obligé de répondre. C'est que c'est des sujets qui nous touchent et donc c'est normal que ce soit rapidement, enfin qu'on soit rapidement dans l'émotionnel. Si on n'a pas envie, si on n'a pas envie d'être touché comme ça émotionnellement, on peut ne pas y aller en fait. On peut dire non, je suis désolée, ça, je peux pas parler de ça aujourd'hui parce que je m'en sens pas les épaules et j'aimerais qu'on passe à des sujets de conversation, qu'on passe à une conversation différente. Bon bah, on va terminer la soirée. Merci, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir donné autant de réponses et autant d'idées. C'était vraiment un travail collectif et c'était super. J'ai passé un très très bon moment. J'espère que vous aussi. Et puis, bah, à partir de là, on va faire de notre mieux avec Widad pour vous faire un petit guide rapidement avec plein d'idées qu'on a évoquées ensemble et vous aider un petit peu à développer votre répartie. Voilà. Je sais pas si tu veux dire quelque chose, Widad, petit mot de Oui, la fin. merci à toutes. Vous étiez très inspirées, je dois dire, dans le chat. J'aurais pas pensé à certaines réparties, donc merci beaucoup. Et merci à Léa. Voilà. On vous a mis quelques ressources dans la dernière slide, mais comme disait Léa, on va vous travailler un petit guide et vous envoyer ça. Merci beaucoup. Bye bye, salut. Est-ce que je peux juste